Passer les 6 mètres à Bordeaux. Je vous interromps parce que le procureur commence. Pardonnez-moi, Émilie Dèze, pardonnez-moi, mais le procureur est en train de prendre la parole et c'est évidemment extrêmement important. Bonjour mesdames, messieurs. Nous l'écoutons, mais restez avec nous, Émilie. Bon, comme vous le savez, l'enquête ayant évolué, je vais vous informer des développements sur les faits ayant entraîné la mort de Quentin Derenc et des blessures sur plusieurs autres victimes. Je vous l'avais indiqué lundi dernier, les fonctionnaires de police de la division criminelle territoriale de Lyon ont mené depuis le 12 février de très nombreuses investigations pour identifier précisément les personnes présentes sur les lieux des faits. À cet égard, je tiens à rendre hommage à ces services d'enquête de Lyon qui ont effectué un travail remarquable, précis, dans un contexte très sensible. L'identification des personnes présentes sur les lieux était difficile. Et à ce jour, d'ailleurs, il reste plusieurs personnes à identifier. L'exploitation des témoignages, les éléments matériels, techniques et les vidéos recueillies permettaient d'identifier cette personne qu'il avait ensuite fallu localiser. Et ce n'est que mardi 17 février, en début d'après-midi ou en tout milieu d'après-midi, que ces 7 personnes avaient pu être localisées avec précision. Une opération de grande ampleur visant à les interpeller a alors été mise en œuvre et a conduit à leur arrestation entre mardi 18h pour les premiers et mercredi 9h pour les derniers dans les départements de l'Aisne, de la Drôme, de la Haute-Loire, de l'Isère et du Rhône. Lors de ces interpellations, 4 autres personnes, dont 3 femmes, étaient également arrêtées. Ces 11 personnes étaient en garde à vue. Pour 7 d'entre elles, pour homicide volontaire, violence aggravée et association de malfaiteurs. Et pour 4 autres, pour recel de malfaiteurs. Des perquisitions étaient également effectuées à leur domicile. Lors des interrogatoires des 7 personnes placées en garde à vue pour homicide volontaire, 2 d'entre elles refusaient de s'expliquer, sur les faits notamment. Les autres reconnaissaient leur présence sur les lieux et certains admettaient avoir porté des coups à Quentin Derenc et à d'autres victimes. En revanche, ils contestaient tous une intention homicide. Aujourd'hui, en début d'après-midi, les 3 femmes et l'homme mis en cause pour recel de malfaiteurs ont été remis en liberté et seront ultérieurement convoqués pour s'expliquer sur ces faits. Les 7 autres personnes sont actuellement présentées au parquet. L'analyse des faits, notamment le très grand nombre de coups portés directement sur le visage et sur le crâne de Quentin Derenc, les auditions des témoins, les interrogatoires des mises en cause, les investigations techniques, les résultats de l'autopsie de la victime et l'exploitation des vidéos conduisent le parquet à ouvrir, dans les minutes qui viennent, une information judiciaire criminelle devant les juges d'instruction et à requérir la mise en examen du chef d'homicide volontaire sur Quentin Derenc pour les 7 personnes présentées. En outre, il sera également demandé leur mise en examen pour violence aggravée par 3 circonstances aggravantes avec ITT inférieure à 8 jours et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans. L'information judiciaire sera confiée à 3 juges d'instruction en cosaisine et poursuivra, l'information judiciaire, bien évidemment, les investigations. Les 7 personnes présentées au juge d'instruction n'ont pas d'antécédents judiciaires, sauf pour 2 d'entre elles. Déjà condamnées pour violence et usage de stupéfiants par le tribunal pour enfants, et pour l'autre par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol et port d'armes. Par ailleurs, il apparaît qu'un des mis en cause fait actuellement l'objet d'un contrôle judiciaire par une juge d'instruction de Paris à la suite de faits de violence aggravés en raison de la race, l'ethnie ou la religion. Ces 7 personnes sont âgées de 20 à 26 ans, sont pour l'essentiel des étudiants, des employés dans le privé, un est sans emploi et un, comme vous le savez, assistant parlementaire. Certains appartiennent à des associations et 3 déclarent avoir fait partie ou être proches de la mouvance d'ultra-gauche. Le parquet a requis le placement en détention provisoire de ces 7 personnes
en raison notamment, pas uniquement, mais notamment, du grave trouble à l'ordre public, des risques de concertation frauduleuse, du risque de déperdition des preuves, et afin de les maintenir à disposition de la justice. Voilà, je vous remercie. Je peux répondre à quelques questions dans la mesure où la loi me le permet, puisque vous savez que l'article 11 préserve le secret de l'instruction. Est-ce que vous pouvez nous indiquer combien de ces personnes actuellement présentées au palais ont fait l'objet d'une fiche S précisément ? Question que vous avez entendue, combien de personnes ont la fiche S? Je repose la question parce qu'on m'a fait la remarque qu'on n'entend pas, on n'entend que mes réponses et pas les questions. Ah. Donc vous me demandez combien sont fichés S? C'est pas une information que j'ai. Les 7 personnes mises en examen, sont déférées, combien d'entre elles ont reconnu avoir pris des précisément à Quentin? Combien de personnes ont reconnu? C'est le sens de la question de mon confrère, manifestement. Non, je ne peux pas vous rentrer dans... Vous me demandez combien de personnes ont reconnu avoir porté des coups. Je ne peux pas rentrer dans des détails aussi précis. Certains d'entre eux l'ont reconnu. Je vous ai dit aussi que... Il y en a au moins 2 qui refusent de s'expliquer. J'aimerais qu'il revienne, qu'il y ait une question sur l'opposition entre bandes rivales, parce que c'est une réécriture. Oui, il n'y a plus qu'un seul assistant parlementaire. Est-ce que l'assistant parlementaire reconnaîtra? J'ai une question trop précise je ne peux pas vous répondre là-dessus, vous verrez avec son avocat. L'autre assistant parlementaire était ce qu'on appelle un logeur. Pour l'instant, on s'est occupé que des faits qui ont entraîné la mort et ceux d'avant, mais de toute façon les juges d'instruction sont saisis de l'ensemble des faits et donc l'information va être assez longue. Que savez-vous de la dynamique de l'affrontement entre les deux groupes, ultra-gauche et ultra-droite, dans les minutes qui précèdent précisément le lynchage de Quentin Durand? Comment résumer un peu la situation? Non, mais je ne peux pas vous résumer les faits aujourd'hui, c'est pas possible. Donc je vous ai dit lundi les faits tels qu'ils nous apparaissaient. Là, je ne peux pas rentrer dans des détails de cet ordre. De toute façon, si on ouvre une information judiciaire, c'est justement pour comprendre tout ce qui s'est passé bien avant, pendant et même après. Est-ce que vous attendez d'autres interpellations dans cette affaire? Je ne sais pas que j'attends d'autres interpellations, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas identifié l'ensemble des personnes présentes et même l'ensemble des personnes ayant porté des coups à Quentin Durand. L'avocat des parties civiles parle d'un guet-apens, eux parlent plutôt de riposte, d'affrontement. Non, mais ça, ce sont des termes qui ne sont pas des termes juridiques. Ils sont mis en examen des chefs que je vous ai indiqués. Donc on ne parle pas de guet-apens ou je ne sais plus quel est l'autre terme que vous avez employé. C'est le terme de l'avocat des parties civiles. Oui, mais non, ils sont mis en examen d'homicide volontaire. Point. Enfin, ils seront mis en examen d'homicide volontaire. Est-ce qu'ils étaient armés? Certains d'entre eux étaient armés puisqu'il y a 3 circonstances aggravantes, dont une pour port d'armes. Quelle était la nature des armes par destination? Ça, c'est un détail trop précis, je peux pas vous le donner. Et combien reste à identifier? C'est aussi un détail trop précis que je ne peux pas vous donner. Je suis désolé, mais vous savez que l'article 11 du Code de procédure pénale m'interdit de répondre à un certain nombre de questions. Donc je peux vous donner que des éléments factuels. Ce procureur est formidable. Un seul à la fois, s'il vous plaît. Sinon je vous... Écoutons-le, mais ce procureur est précis, direct, concis. Je vous ai indiqué qu'il y avait 7 personnes déférées. Point. Sur les faits de violence qui sont retenus, est-ce qu'il s'agit seulement des faits de violence sur la dernière scène, ce qu'on appelle le lynchage, ou il y a aussi des faits de violence retenus de la précédente scène, la RIS, entre guillemets? Pour l'instant, c'est à l'encontre des 7 personnes qui sont présentées, ça ne vise que les faits commis sur Quentin et autour de lui. Mais les juges d'instruction sont saisis de l'ensemble des faits. Il y a un risque de fuite des personnes qui ne sont pas encore interpellées? Je suis désolé, je ne vous ai pas entendu. Il y a un risque de fuite des gens qui ont fait des coups aucun... Un risque de fuite, non, je ne sais pas, mais en tout état de cause, ça fait partie des raisons pour lesquelles le parquet demande la mise en détention provisoire des 7 prévenus, c'est pour garantir leur représentation. Bon, je pense qu'on a écouté l'essentiel. Je pense qu'il y a une dernière question. Ça tombe bien, si j'ose dire. On a identifié précisément les coups qui ont été mortels, les personnes qui ont donné ces coups. J'avoue que je ne comprends pas complètement votre question. L'identification des personnes, mais c'est des techniques de police, ça, je peux pas vous les donner. Je vous ai dit tout à l'heure. Bon, je pense qu'on a compris. On va revenir. Je remercie Fabrice Lafitte. J'espère que vous avez quand même bien saisi les questions, même si Fabrice levait
au maximum le son dans ces cas-là, mais c'est le direct, c'est de l'information, c'est extrêmement important. Bon, 7 personnes seront sans doute ce soir en prison, notamment Jacques-Élie Favreau. Puisqu'il a dit que les 7 qui avaient frappé Quentin étaient mis donc en examen pour homicide volontaire, donc pour meurtre, et donc évidemment parmi eux, Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, qui dormira très probablement ce soir en prison et qui a reconnu les coups. Jacques-Élie Favreau, il fait partie de ceux qui a reconnu les coups. Il a dit que c'était pas mortel. D'où la dernière question de la journaliste qui Elliot dit, Deval. D'ailleurs c'est une des questions lunaires, c'est est-ce que vous avez entendu la dernière question, est-ce que vous avez réussi à déterminer qui avait porté les coups mortels? Mais personne ne peut savoir. Vous savez que ce matin, on était avec Pascal-Pierre Garbarini et on était également avec Georges Fenech et on a appris quelque chose. C'est que ces 7 personnes risquent 30 ans, toutes les 7. Perpétuité. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas le coup mortel. 30 ans. Est-ce que vous savez, vous, si c'est le dernier, l'avant-dernier? C'est ce que nous disait Pascal-Pierre Garbarini. Donc, dans ces cas-là, les 7 les 7 seront jugés de la même manière. Ça s'appelle la coaction. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer précisément quel est le coup qui était mortel. Tous ceux qui ont frappé sont des co-auteurs. C'est la coaction et encourent tous la même peine. Donc, c'est absolument... En fait, ces jeunes gens qui ont entre 20 et 26 ans... Leur vie est terminée. Étudiants. Leur vie est terminée, ils ont tué. Vous avez raison, j'en sais rien. Vous n'en savez rien parce que vous avez vu que ce qu'a dit le procureur déjà, il y a ceux qui refusent de s'expliquer, il y en a 2, et tous contestent l'intention homicide. Vous allez voir que le débat va vite arriver sur oui, on a frappé, mais on ne voulait pas tuer. Donc ce sont des coups volontaires et entraîné la mort sans intention de la vie. Vous allez voir, le débat va s'installer. C'est entendu, mais dans ces cas-là, les images parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que si tu veux pas donner la mort, mais quand tu joues, quand tu frappes à la tête, en plus il y a pour la jeune garde, je crois qu'il y a des vidéos où on montre. Je crois que le terme a été donné, je ne sais pas si c'est ici ou sur un plateau de CNews. Il y a pénalty dedans. Ils appellent ça une salade de pénalty. C'est vous qui disiez ça. C'était Olivier Vial, mais je connaissais ce terme. C'est une salade de pénalty, c'est-à-dire que la jeune garde a l'habitude de filmer ses exactions. D'ailleurs, ils ont filmé ce qu'ils ont fait à Quentin. Ils ne l'ont pas diffusé puisqu'ils l'ont tué. Mais s'ils ne l'avaient pas tué, ils l'auraient diffusé comme ils le font à chaque lynchage. Et la salade de pénalty, le ballon, vous avez compris que c'était la tête. C'était la tête de Quentin. Bien sûr. À mon avis, ça va... Pardon Georges, peut-être qu'ils vont s'attacher aussi pour le juge d'instruction sur leur passé, parce que là il y a des langues qui sont en train de se délier, notamment sur le profil de Jacques-Élie Favreau, où certains disent qu'il a un profil violent déjà connu sur les campus. Peut-être qu'ils vont aussi fouiller de ce côté-là. Allez, sur le passé. Pause, et puis on va appeler, pourquoi pas, parce qu'il était avec nous hier, Monsieur Collard, Gilbert Collard, qui nous donnera son avis. C'est toujours bien d'avoir un ou 2 avis judiciaire. On l'a évidemment avec notre ami Georges Fenech, et puis on l'a également avec côté avocat pénaliste. 17h14, je disais effectivement qu'ils ont tué, ces jeunes gens ont tué. La responsabilité est grande. Ils ont donné des coups. Certains ont reconnu d'avoir donné des coups. À partir du moment où tu donnes des coups, en plus c'est un homme qui est à terre. Donc ce qu'ils ont fait est abominable et en plus déshonorant. C'est un mélange de barbarie et de lâcheté. Bien sûr. Et ces jeunes gens encourent 30 ans de prison ferme, et je pense que personne ne le regrettera. Au vu de la barbarie, de la sauvagerie de ces images. À tout de suite.